Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de découverte de notre département, de votre département, de ses habitants, de leur savoir-faire, de leur engagement, de leur passion. L'un est devenu au fil des ans peintre intimement lié au massif, notamment grâce à sa véritable obsession pour les vaches vosgiennes. L'autre est un écrivain, un auteur, lui aussi profondément attaché à notre patrimoine naturel, historique et humain, qu'il distille dans chacun de ses romans. Nos invités de la semaine dans La Vie en Vosges sont Olivier Clodon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc peintre installé à la Bresse, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et Gilles Laporte, bonjour. Bonjour. Auteur, ou plutôt, c'est un terme que vous préférez, ouvrier des lettres. Oui. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau de La Vie en Vosges. Première question, si vous voulez bien, une question d'ordre un petit peu général. Si je vous dis, Olivier Clodon, pratique artistique dans les Vosges, pratique artistique vosgienne, vous pensez à quoi tout de suite ? Je dirais que c'est un chemin de croix. À savoir, c'est-à-dire, c'est compliqué, c'est difficile, c'est long. Oui, c'est long. Il faut bien comprendre que, entre guillemets, le massif vosgien n'est pas non plus réputé pour un lieu des plus culturels en France. Donc, dans l'imaginaire des gens, on ne pense pas culture quand on pense Vosges, on pense plutôt vert, neige, on pense sport, loisirs. La culture, elle a tendance à passer après. Ça, c'est dit, c'est un fait, c'est votre vision de la chose. Vision, je pense, qui n'est pas partagée par Gilles Laporte, votre voisin. Et alors, j'ai envie de dire, vous avez tout de suite, d'emblée, parlé du massif, parce que voilà, c'est vrai que Olivier Clodon, vous représentez le massif, et Gilles Laporte, quelque part, vous représentez la plaine. On va se détailler tout cela. Si je vous dis pratique artistique dans les Vosges, pratique artistique vosgienne, vous pensez à quoi ? Immédiatement, et c'est pas une manière de mettre en avant ma chapelle, mais je pense littérature. Parce que les Vosges ont toujours donné au pays, quand je dis au pays, à la France, de très grands littérateurs. Aujourd'hui encore, quand on fait la liste des auteurs vosgiens de rayonnement national, voire au-delà, on est impressionné. Donc littérature, parce que les Vosgiens ont toujours eu, je crois, envie de s'exprimer, de partager leur amour du pays. Quelques noms bien connus au niveau national d'auteurs vosgiens. Jeanne Cressange, Pierre Pelot, Élise Fischer et quelques autres. Ok, et ben voilà, merci beaucoup pour cette... N'oublions pas Nicolas Mathieu. Et désormais Nicolas Mathieu, Bien sûr. Effectivement. Et peut-être bientôt Maria Rouillet. Maria Pourchet. Pourchet, pardon. Maria Pourchet qui est dans la liste de la sélection du Goncourt. Oui. Actu à suivre les prochains jours, évidemment, cette peut-être nomination dans la seconde sélection pour le Goncourt, c'est incessamment sous peu. Oui. Olivier Clodon, vous avez 58 ans, vous habitez à Cornimont, 6e génération de Clodon qui habite dans la vallée de la Moselotte, d'une façon générale, on va dire autour de la Bresse, la vallée du Chajou, mais vous aujourd'hui vous êtes à Cornimont. Vous êtes membre du comité d'organisation du Festival international de sculpture de la Bresse et vous le défendez, vous le portez cet étendard, vous êtes artiste d'art depuis 1988. C'est quoi un artiste d'art par rapport à un autre artiste ? Il y a plein d'artistes, c'est un mot très galvaudé, le mot artiste, selon vous. Oui, c'est vrai que je me suis toujours un petit peu plus considéré comme un artisan d'art que comme un artiste, parce que j'ai un fonctionnement d'artiste qui est un peu différent, qui est un peu en marge des artistes qu'on pourrait appeler artistes classiques, qui ont tendance à plutôt faire une création, une production en atelier et ne pas travailler particulièrement sur commande, plutôt faire une création personnelle et après essayer de la faire découvrir et bien évidemment d'essayer de vendre pour vivre. Mais moi, j'ai toujours aimé travailler et d'être au défi par du travail de commande, en rencontrant des clients qui me proposent des sujets à traiter, quelles que soient les techniques et les supports, et ce qui me remet en question à chaque fois, chaque jour. Et ça fait donc plus de 30 ans que je travaille comme ça, et ça me va très bien. Et ça fait peut-être pas plus de 30 ans que vous vous connaissez bien avec Gilles Laporte, mais ça fait quelques années que vous vous connaissez bien, parce que Gilles Laporte, je ne l'ai pas dit en introduction, mais vous avez été notamment en charge de la communication à la Chambre d'agriculture des Vosges. Qui dit Chambre d'agriculture dit évidemment terroir, on en parlera tout à l'heure sous une autre forme du terroir, mais voilà, vous avez rencontré dans le cadre de vos activités à la Chambre d'agriculture Olivier Clodon, et vous avez été presque un de ses premiers prescripteurs, c'est ça ?
Mais vous en savez des choses, Ah oui, un petit Ludovic. peu. J'ai travaillé. Oui, je suis tombé amoureux de la production, du travail, de la qualité de la création d'Olivier. C'était à Fontenoy-le-Château, pour ne pas le citer, et lors d'une exposition. Et il présentait une toile qui m'a vraiment, vraiment, là, complètement étonné, ébloui. Depuis, on ne se quitte quasiment pas. Peintre animalier, qu'est-ce qui vous plaît dans son travail? On va se détailler tout ça, évidemment, dans quelques instants. C'est son regard sur l'animal, parce que il est plus qu'un portraitiste des animaux, il est un humaniste qui invite à connaître l'animal, j'allais presque dire de l'intérieur, à l'approcher par les sens et non pas simplement par une observation primaire. C'est un homme qui va au-delà de l'image. Bien que sa production soit d'abord une image, il invite à aller au-delà de l'image. Vous êtes d'accord avec cette définition donnée par Gilles? Ah ben tout à fait, c'est mieux qu'un agent. Oui, oui, c'est vrai qu'il a bien cerné ce que j'essaye de faire en fait, oui, oui, tout à fait. C'est chaque fois que je fais une création, il y a quand même une réflexion derrière et on essaye, enfin moi en tout cas j'essaye d'aller au-delà de faire juste une représentation classique d'une espèce animale, oui, oui, tout à Alors, fait. ça veut dire quoi, aller au-delà? Qu'est-ce que vous souhaitez montrer dans ce travail de... Alors, on n'est pas dans de l'hyper-réalisme, comme certains autres peintres animaliers, on est dans le réalisme. Alors, un petit mot juste, pardon, on va s'arrêter 2 secondes sur cette peinture-là. Ça, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Vous les avez humanisés, ces gorilles. Pourquoi? Juste Non, quelques mots là-dessus, parce que... oui, j'ai simplement voulu, à travers cette toile, qui est pour moi une des pièces majeures de ma production, Ouais. pour moi, c'est une peinture dans laquelle je voulais parler des primates, tout simplement, parce que ça fait partie des espèces animales pour qui j'ai un grand attachement. Mhm. Et j'avais envie de parler des primates, j'avais envie de parler de musique, et puis tout simplement, je me suis dit, ben voilà, je vais faire une symbiose des deux en essayant de montrer que finalement, il ne leur manque que la parole. Donc, s'ils savaient jouer d'un instrument ou si on leur apprenait, peut-être qu'on arriverait à ce qu'il y a sur la toile, tout simplement. D'accord, mais on l'a vu avec les autres toiles dans un premier temps, c'est loin d'être évidemment votre travail principal. Comment ça s'appelle ça, le fait d'inscrire des animaux dans une scène habituellement occupée par des humains? En peinture animalière, ça a un nom? Non, je sais pas. Gilles, peut-être peux-tu nous aider? Non, je ne pense pas que ça porte un nom particulier. Mais en tout cas, c'est une démarche singulière, mais qui vous est pas propre, hein, évidemment. On a vu tout à l'heure une partie de vos œuvres. Quelle est votre approche de la peinture animalière? Quel est je répète, on est dans le réalisme, Ouais. mais pas l'hyper-réalisme. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est de créer une sorte d'arrêt sur image. Mhm. On rejoint, comme je l'explique souvent, on rejoint la bande dessinée ou le cinéma. Mhm. J'essaye de faire des plans qui vont concentrer une partie finalement de l'animal. J'essaye d'épurer pour trouver une représentation de l'animal, quel qu'il soit d'ailleurs, en m'arrêtant que j'irais soit un détail, une attitude, une émotion, faire passer une émotion à travers un détail, que ça soit le pelage, que ça soit l'œil, que ça soit la corne, que ça soit... Enfin, en tout cas, j'élimine tout ce qui ne pourrait pas intéresser, qui pourrait perturber finalement, en réalisant une sorte de cadrage pour qu'on ait que le spectateur, quand il passe devant cette toile, quand il va la regarder, ou même le dessin, hein, bien sûr, il va la regarder, il ne sera pas pollué par d'autres choses. J'essaie de concentrer pour faire passer une sorte de message, même si il n'est pas flagrant. On ne sait pas pourquoi ça attire l'œil, mais c'est voulu quand même. Votre cheval de bataille, votre créneau, j'ai envie de dire, c'est les vaches vosgiennes, comme je l'ai dit dans l'introduction. On y reviendra dans quelques instants, si vous voulez bien, avec des peintures, évidemment, de vaches vosgiennes. Gilles Laporte, vous êtes ici par rapport à votre relation amicale, évidemment, avec Olivier Clodon, d'où l'intérêt de vous avoir tous les deux en plateau, mais aussi pour ce livre, bien évidemment. C'est votre dernier opus, Les Silences de Julien. Qu'est-ce qu'il raconte? Où se passe-t-il? Avec quel personnage? Je veux dire, habituel, évidemment, ça se passe dans les Vosges. Et comme je l'ai dit en introduction, c'est du patrimoine naturel, historique et humain.
À question précise, je vais tenter de donner des réponses précises. Où ça se passe dans les Vosges, à Mirecourt en particulier, puisqu'on est dans le milieu de la lutherie. En partie aussi aux États-Unis, parce qu'il y a un aller-retour entre les États-Unis et les Vosges, parce qu'un instrument particulier, la viole d'amour, va rentrer des États-Unis après y avoir été créé par un Vosgien expatrié, et va être terminé par un jeune garçon dont on a découvert que dès les plus jeunes années qu'il était atteint de troubles du comportement, ce que les spécialistes appellent des troubles du neurodéveloppement. Donc voilà déjà deux personnages, un l'instrument venu des États-Unis qui s'appelle la viole d'amour, et puis le jeune garçon qui, une fois devenu luthier, va achever cet instrument. Et puis il y a sa mère, l'ami de sa mère, qui, lorsqu'on va découvrir ces troubles du comportement, je le mets entre parenthèses, vont l'accompagner pour lui donner un environnement tout de même d'épanouissement correct. Il y a un autre personnage qui est un personnage central, qui est le luthier, qui va le prendre en apprentissage. Lorsqu'il sera devenu adolescent, ce garçon va entrer en apprentissage chez le luthier. Et là, cet homme qui a sur le front l'étiquette autiste va se révéler à lui-même et se révéler aux autres. Il va exprimer son talent, qui est un talent immense, comme la plupart des gens qui sont mis à l'écart sous prétexte qu'ils sont un peu différents des autres. Pourquoi, question un petit peu difficile, pourquoi avoir choisi dans ce roman d'associer autisme et Mirecourt? Pourquoi avoir choisi de parler d'autisme tout en parlant de Mirecourt? Vous auriez pu parler d'un autre savoir-faire, d'un autre site patrimonial évidemment d'importance sur notre département. Comment s'est fait la jonction? Parce que j'aime passionnément Mirecourt et les luthiers de Mirecourt, et parce que je voulais tenter de montrer comment quelqu'un qui est repéré comme étant différent des autres, dans son comportement social notamment, peut s'intégrer parfaitement dans la société, peut y jouer un rôle essentiel dans la mesure où on lui permet d'apprendre, d'acquérir, d'entrer en apprentissage. Je voulais associer les deux, que sont les deux formes d'être, que sont la différence d'une part, et ensuite l'apprentissage. L'apprentissage qui est tellement encore méprisé aujourd'hui, c'est considéré comme une voie de garage pour des gens qui, paraît-il, ne peuvent pas faire autre chose. Alors, donc, de moins en moins, on le sait bien, il y a un énorme... On progresse. Il y a un énorme travail, évidemment, autour de l'apprentissage et du savoir-faire manuel. Je voulais montrer comment l'acquisition des gestes d'un métier, l'approche de la matière, les bois pour ce qui est du luthier, par exemple, l'approche de la musique aussi, peuvent permettre de révéler un individu, mais dans son entier, dans sa capacité humaine totale. D'autant plus qu'il est pris en charge par un luthier qui est un homme, qui est un humaniste, un véritable humaniste, d'une bienveillance exceptionnelle. Inspiré d'un luthier que vous connaissez bien, oui, bien vivant. Oui, et qui aujourd'hui travaille à Mirecourt, produit à Mirecourt. On peut le citer, puisque vous avez... C'est l'occasion de lui rendre hommage. Voilà. Il s'appelle Jean-Claude Condy, c'est un homme éblouissant, d'une humanité, je le répète, exceptionnelle et que j'aime beaucoup. Eh bien, si vous voulez bien, on va rester du côté de Mirecourt pour notre quiz de la semaine. Allez, Olivier Clodon, Gilles Laporte, 2 questions dans ce quiz. Alors, je crains que Gilles Laporte soit légèrement favorisé dans les connaissances des réponses, mais bon, sait-on jamais. Allez, première question, si vous voulez bien, pour notre quiz de la semaine. L'École nationale de lutherie de Mirecourt, on va la lire ensemble, l'École nationale de lutherie de Mirecourt fut créée en 1880, 1950 ou 1970. L'École nationale. À qui on donne la primaire? Allez, Gilles Laporte. 70. Olivier Clodon? Aucune idée, mais je vais répondre 50, comme ça ne sera pas comme Gilles. L'École nationale de lutherie de Mirecourt fut créée effectivement, Gilles Laporte, en 1970. Et par un homme remarquable, Étienne Vatelot. Rattaché désormais au lycée Jean-Baptiste Villaume, bien évidemment. Et c'est aussi l'occasion de préciser que 3 ans plus tard fut créé
le musée de la lutherie et de l'archéterie française, toujours à Mirecourt, c'était en 1973. Oui. Deuxième question, là, je ne sais pas si vous allez savoir répondre, Gilles Laporte. Ah, Combien d'heures de travail nécessite la fabrication d'un violon? Combien d'heures de travail nécessite la fabrication d'un violon? 50, 200 ou 300? Environ, hein, on est d'accord. Olivier Clodon. Le violon complet. Un violon complet, évidemment. Du bout de bois, des bouts de bois de base au produit final. C'est en heure, hein, c'est pas en jour. C'est en heure, on est d'accord. Oui, combien d'heures, oui. Oui, bien sûr. Rien que déjà faire la partie supérieure du violon qui est très compliquée, moi je dirais, allez, 300. Gilles Laporte? je suis mon ami Olivier 300 parce que c'est un travail très très minutieux et pas seulement technique mais aussi d'artiste. Alors, un travail long, c'est certain, mais pas aussi long quand même. Ça demande en moyenne 200 heures. En moyenne, environ 200 heures de travail. Mais tout dépend du violon. Hein. Oui, bien sûr. Parce que façon quand globale. on veut y ajouter un peu de marqueterie, par exemple, ça devient très très compliqué. Ok, eh ben écoutez, voilà, 200 heures, en fait, on peut garder tout de même ce chiffre, effectivement. Gilles Laporte, ce savoir-faire, évidemment, que vous mettez en exergue dans ce livre, on l'a dit, c'est donc la lutherie à Mirecourt. Vous parlez de l'autisme, mais il y a aussi, vous avez parlé de Julien, donc le jeune garçon autisme, vous avez parlé de son maître de stage qui va lui faire découvrir tous les arts évidemment de la lutherie, mais aussi les femmes évidemment, comme dans tous vos ouvrages, les femmes ont un rôle essentiel. Et oui, je rends hommage aux femmes dans tous mes livres, parce que ce sont elles qui ouvrent le champ de vision de tous les humains, ce sont elles qui font reculer l'horizon apparent, la ligne d'horizon. On a l'impression qu'on est limité, mais non, dès que l'esprit féminin sacré, j'allais presque ajouter, se manifeste, on s'aperçoit que les limites disparaissent. Et c'est le cas avec mon jeune Julien, dont l'ami de la mère, qui est infirmière psychiatrique, vont ouvrir l'esprit et le cœur. Olivier Clodon, une autre forme de féminité, j'ai envie de dire, en tout cas, vous est chère, à savoir les vaches vosgiennes, parce que pour le coup, vous peignez des taureaux, j'en conviens, mais vous peignez surtout des vaches. On va en voir quelques-unes, évidemment, à l'antenne. C'est quoi, là? Expliquez-nous cette véritable obsession, comme je l'ai dit en introduction, parce qu'aujourd'hui, vous le concédez, hein, grosso modo, 60% de votre travail devant le chevalet est consacré à la vache vosgienne. Cette race... C'est un retour normal des choses, en fait. J'ai vécu avec cet animal dans mon enfance. Fils de paysan. Ouais, donc du coup, ça... Dans la vallée du Chajou. C'est ça. Et c'est quelque chose qui a dû me marquer profondément. J'en garde de très bons souvenirs, d'ailleurs. Et d'ailleurs, cette image-là reflète totalement ma passion pour cet animal. On va la remettre, si vous voulez bien, l'image qui était juste avant, parce qu'elle illustre quelque part votre vie aujourd'hui, à savoir cette communion avec l'animal, et puis cette véritable passion. Ouais. C'est une photo de Michel Laurent, on va le citer. Tout à fait. Elle illustre totalement ce qui se passe entre moi et la vache vosgienne. Là, on est dans un décor naturel, par beau temps. Parce que, comme quoi, il fait aussi beau dans les Vosges. Mais bien évidemment. Et c'est une sorte de communion et il y a la connexion, là, finalement, entre moi et l'animal. Là, on pourrait penser que je suis en train de lui montrer mon travail. Et oui, finalement, je suis revenu à peindre cet animal-là quand je me suis remis à faire de l'art animalier, quand je me suis plus consacré à ma carrière, je dirais, d'artiste, finalement. Je suis reparti plus vers l'art animalier et en travaillant sur le sujet, naturellement, la vosgienne s'est imposée. Et depuis, je dirais, en gros, depuis pratiquement ma rencontre avec Gilles, là, finalement, c'était un déclencheur. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai peint des vosgiennes, je suis reparti en relation directe avec le syndicat de la race. Qui, depuis des années, tente de valoriser, évidemment, cette race et ses atouts. Oui, tout à fait. Bien qu'elle ait, alors je me permets juste de préciser, bien qu'elle ait une production laitière évidemment très inférieure à la production laitière des autres races, voilà, on est dans une société un petit peu productiviste quand même, donc ça a son importance. Mais il y a la viande bovine, et il y a la viande, et puis il y a la transformation en fromage. Mais il n'y a pas que ça, là, pour moi et surtout pour eux, c'est emblématique du massif vosgien.
Quand je dis massif, c'est vraiment massif. Hein. Il faut intégrer l'Alsace aussi, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est comment dire, c'est un symbole du savoir-faire des paysans de montagne. C'est leur travail, c'est leur travail je dirais de garder une montagne qui soit belle, d'une tradition, d'un animal emblématique qui correspond vraiment au lieu, de ne pas tomber, comme vous l'avez dit, dans de la surproduction. C'est tout un symbole. Et c'est tout ça que j'essaye de faire à travers l'animal que je montre à travers mes toiles et que j'expatrie d'ailleurs, hein, puisque je ne reste pas dans les Vosges avec mes sujets. Je sors mes peintures de Vosgiennes dans des salons nationaux et internationaux. Et vous serez d'ailleurs à partir de mi-novembre jusqu'à mi-décembre au Salon de la peinture animalière de Brie-sur-Marne. On en verra l'affiche. Vous êtes un des invités d'honneur. C'était déjà prévu évidemment l'année dernière et c'est de nouveau prévu cette année ou réorganisé cette année. Et vous allez d'ailleurs recevoir le prix Baron. Ouais. Le prix Baron qui est un des grands prix de la peinture animalière au monde. Bah oui, dans le salon national des artistes animaliers de Brie-sur-Marne est un salon qui a une très 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 forte réputation dans le milieu. Et déjà pouvoir y exposer, être sélectionné pour exposer, c'est déjà une première étape que j'ai réussi plusieurs fois. Et puis l'année dernière, le comité d'organisation avait décidé de me consacrer ce prix, le prix Baron, qui récompense l'artiste animalier de l'année. Pour l'ensemble de son œuvre, hein, pas pour une peinture. Pas pour l'ensemble. Gilles Laporte, un superbe ambassadeur des Vosges, des richesses des Vosges, de la vache vosgienne, mais aussi, alors j'allais dire des paysages, non, parce que dans vos peintures, il n'y a pas de paysage. Vous focalisez vraiment, on n'a pas trop eu le temps de détailler, mais vous focalisez vraiment sur l'animal en lui-même. Et j'ajouterais, Ludovic, de l'esprit vosgien. Voilà, merci. Parce que c'est un symbole, tu as évoqué les symboles, mon cher Olivier, c'est un symbole aussi de l'esprit rebelle, de la résistance vosgienne. Parce que la race vosgienne a failli disparaître. Dans les années 50, il restait quelques dizaines de spécimens seulement, dans le massif des Vosges. Aujourd'hui, on est à plusieurs milliers. Une petite dizaine de milliers, me semble-t-il, de cheptels. Il y a plus de 10 000. Plus de 10 000, d'accord. Mais la race a failli disparaître, interdite par le ministère qui, à l'époque... Interdite, carrément. Interdite. Oui. Voulait ne favoriser que les races à forte production laitière, notamment les Primolstein. D'accord. Et il y a eu des résistants, des rebelles, qui ont planqué des vaches vosgiennes, notamment dans la vallée de Münster, et qui ont réussi à la sauver. C'est grâce à eux, donc c'est cet esprit de résistance du Vosgien du massif qui se manifeste à la fois dans la beauté de la vache vosgienne et dans la création d'Olivier. Alors, pardonnez-moi, mais le massif, vous ne vous y aventurez pas beaucoup dans vos romans. Pourquoi cela ? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes plus un gars de la plaine. Oui. Peur. Mais c'est pour ça qu'on se complète si bien tous les deux. Je le connais moins. Je le connais moins bien que la plaine. La plaine, c'est mon lieu de naissance. J'y suis enraciné. Je ne l'ai pas dit, vous êtes né à Ignay et vous habitez toujours à Ignay. Oui. Et je suis très heureux d'être fidèle à mon lieu de naissance. Donc je suis très, très enraciné dans la plaine et je la connais très bien. Donc pourquoi me compliquer l'existence, devoir aller faire des recherches, aller en repérage dans des zones que je connais moins pour écrire mes histoires. Vous avez déjà suffisamment de recherches à faire malgré tout. C'est peut-être un peu de paresse, ça m'évite de perdre du temps à aller en examen et en exploration. Je peux me permettre de couper, Gilles ? Oui, mon cher Olivier. Pierre Pelot le fait très bien. Oui, c'est vrai. Quand il amène ses histoires avec ses personnages dans les forêts vosgiennes, les forêts de sapins. Le massif est bien représenté. Ouais. Là encore, il y a une complémentarité entre le massif et la plaine. C'est vrai que Pierre est le chantre du massif. Ah oui, et il y vit d'ailleurs. Et moi, de mon côté, j'essaie d'être le célébrateur de la plaine. Merci, messieurs, de votre participation à cette émission qui se termine déjà. C'était un petit focus pour vous avoir le plaisir de vous avoir tous les deux en plateau et on a bien compris votre complicité, effectivement, et votre complémentarité, surtout. Gilles Laporte, Gilles Laporte, avec ce livre « Les silences de Julien ». C'est aux éditions de Terre de France. On vous retrouve... Presse de la Cité. Presse de la Cité, Terre de France, collection Terre de France. On vous retrouve ce week-end à Taon et le week-end suivant. Le Taon, c'est le salon Le Grenier des mots, où
nombre d'auteurs vosgiens et pas seulement seront présents. Et le week-end prochain, Et le week-end ensuite, d'après. les Imaginales à Épinal pendant 3 jours. Et puis ensuite, ce sera Centre Belfort. Et la ronde des salons continue, reprend. Nous revivons. Tant Et mieux. Gilles Laporte, évidemment, on s'en doute, vous travaillez déjà sur votre futur roman qu'on ne va pas dévoiler, mais vous sortez grosso modo 1, voire 2 livres par an, évidemment. Olivier Clodon, merci beaucoup. Je réitère cette actu. Vous allez recevoir donc prochainement le prix Baron au Salon de la peinture animalière de Brie-sur-Marne, 45e édition, un des grands noms, un des grands rendez-vous de la peinture animalière en France, en Europe et même mondiale, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Merci à tous les deux. À très bientôt. Merci Ludovic. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.